Je vous remercie. Alors très rapidement, je souhaite vous dire que je suis ravie de vous accueillir à l'hôtel de Métropole, dans cette salle du Conseil, qui accueille pour la première fois le festival de l'apprendre sous cette forme, et sa journée dédiée aux professionnels aujourd'hui, puisque vous qui travaillez dans le monde de l'éducation formelle ou non formelle, et vous qui portez haut l'engagement au service de l'éducation au sens large, c'est important d'avoir des temps d'échange aussi et de renforcement. Parce que dans vos engagements quotidiens, vous montrez que nous avons tous une responsabilité dans l'éducation des jeunes. Et peut-être savez-vous aussi qu'en éduquant les jeunes, vous contribuez aussi à vous éduquer vous-même et même à éduquer l'ensemble de la société. Donc voilà, je voulais vous dire quelques mots d'introduction pour vous souhaiter la bienvenue. Et je passe la parole à monsieur le secrétaire général du rectorat avant de la reprendre par la suite. Mesdames et messieurs, bonjour, Olivier Curnel, donc secrétaire général de l'Académie de Lyon. Je suis ici au nom de monsieur le recteur de l'Académie et je ne peux que saluer la diversité des publics que j'ai devant moi et remercier les élus, les représentants d'associations, l'ensemble des partenaires de l'école, de l'éducation nationale, les branches professionnelles, enfin toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je voudrais vous dire que l'affaire de l'école, c'est certes au centre le service public d'éducation, qui est le socle de notre République, mais c'est aussi l'affaire de tous. Et à ce titre-là, je vous remercie de contribuer chacun à la place qui est la vôtre, de participer à cette dynamique permanente d'évolution de notre école, comme certains pourrait le penser, toujours en mouvement, toujours en remise en question, et que c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui nous posons un tout petit peu nos valises quotidiennes pour réfléchir ensemble à ce que c'est qu'apprendre et faire réussir nos élèves. Alors, première chose que je voulais vous dire est très simple, c'est que monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a fait du bien-être sa priorité des priorités. Vous savez que notre ancien ministre précédent avait, dans le cadre du Grenelle de l'éducation, posé un certain nombre de jalons, de pierres, sur le chemin de l'éducation nationale. Mais notre ministre actuel tient un discours extrêmement simple. Pour que les élèves puissent réussir, il faut que le bien-être des élèves soit aussi au rendez-vous, au même moment, ici et maintenant. Sans cela, la réussite des élèves est hypothétique et aléatoire. La deuxième priorité de monsieur le ministre, et c'est une des choses sur lesquelles il insiste fortement quand il reçoit les recteurs et ses cadres, c'est de dire que nous devons toujours avoir à l'esprit que nous formons les citoyens de demain. Et donc nous devons non seulement être dans le présent, dans le ici et maintenant, dans les apprentissages que nous devons apporter à nos élèves, aux conditions de travail de tous les adultes qui travaillent au profit de la réussite des élèves, mais nous devons aussi toujours avoir à l'esprit de nous projeter, d'être, et M. Mérieux en parlera sans doute tout à l'heure, dans le bien devenir, c'est-à-dire de sécuriser les parcours de réussite de nos élèves. Nous nous inscrivons tous dans une grande chaîne que nous avons tous vécue. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons tous été enfants un jour et nous sommes devenus adultes et c'est ce que nous pouvons souhaiter le mieux pour nos élèves. Alors cet engagement, il a aussi un certain nombre de corollaires. C'est que pour que nos élèves réussissent, il faut aussi que les adultes qui sont autour, qui sont chargés des enseignements et de tout ce qui va avec, ceux qui sont en première ligne, ceux qui font un travail plus invisible derrière aussi, eux aussi soient dans des conditions de réussite et de bien-être. Il ne suffit pas que les élèves le soient. Il faut que les adultes qui sont autour d'eux le soient également. Et nous verrons qu'une des autres priorités de monsieur le ministre est de la continuité d'ailleurs de notre administration et de nos gouvernements au pluriel successifs, c'est d'assurer aussi, et je parlais du Grenelle de l'éducation tout à l'heure, notre précédent ministre avait créé les écoles académiques de la formation continue et que dans le cadre du Grenelle de l'éducation, il nous avait dit une chose, renverser la table, il faut que deux choses. Il faut que nos collègues, quel que soit leur statut, les professeurs bien entendu, qui sont les plus nombreux et ceux qui sont en première ligne, mais aussi tous les autres qui participent au service public d'éducation,
et une formation continue qui correspond à leurs besoins. Il faut qu'on parte des besoins des adultes qui s'occupent des enfants. La deuxième chose qu'il a dit, qui est absolument essentielle, c'est que, quelque part, tout ceci doit s'appuyer sur l'immense richesse pédagogique et le savoir-faire de tous les adultes, et Dieu sait si nous sommes nombreux dans l'éducation nationale. Il y a des multitudes de richesses qu'il faut valoriser, qu'il faut promouvoir, qu'il faut mettre en avant. Le métier, les métiers au pluriel, hein, nous en avons quelques dizaines dans l'éducation nationale, mais celui d'enseignant, qui est celui de base, doit être un métier valorisé. Nous devons valoriser tout ce qui se fait dans les écoles. Je rappelle juste une anecdote, mais qui n'en est pas une, parce que c'était un moment historique. J'étais, comme tous les secrétaires généraux, auprès de nos recteurs à la Sorbonne fin août l'année dernière, quand nous avons accueilli Monsieur le Président de la République, qui, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, venait s'adresser directement aux recteurs pour leur dire combien leur rôle était important et que l'avenir de notre République française passait par un certain nombre de choses. Et ce qu'il a mis en avant, c'était que nous devions valoriser toutes les initiatives locales et que nous devions valoriser tout ce qui se faisait ici. Vous verrez tout à l'heure, Monsieur Diry, qui est notre responsable de l'innovation dans le département innovation, auprès de Monsieur le recteur, voilà, vous exposera un petit peu ce qu'on appelle l'école faisons-la ensemble, l'école du futur, etc. Il y a, et je l'ai dit tout de suite auprès de Monsieur le recteur, quand on est sorti de la Sorbonne, je lui ai dit, écoutez, j'ai un regret. Si j'avais entendu ce discours-là il y a 30 ans, quand j'étais moi-même professeur, qu'est-ce que j'aurais aimé être aujourd'hui prof en 2022, c'était il y a 6 mois, parce qu'on nous donne les moyens de réussir quelque chose. Et ce que je souhaite à tous, hein, c'est que tous les collègues, les élus, parce que ça concerne tout le monde, les familles, les élus, les enseignants, tous ceux qui sont autour, saisissez cette opportunité que le Président de la République nous donne. Je ne dirai pas plus, Monsieur Diry le développera tout à l'heure. Enfin, ce que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est que je me réjouis que des initiatives comme celle-ci, hein, ce festival qui existe depuis plusieurs années, et merci Madame la Vice-Présidente de nous offrir le cadre, le lieu, la logistique et votre reportage politique, hein, par votre présence ici. Hein, la métropole est un vrai partenaire de l'éducation nationale et je vous en remercie pour toutes les initiatives globales que vous faites à nos côtés. Je me réjouis de tout ce qui va se dire, s'écrire, se concevoir, se partager cet après-midi, parce que, très sincèrement, nous sommes dans une thématique que Monsieur le recteur porte, au sens où il faut que nous puissions échanger toutes les problématiques qui sont les nôtres, que moi je crois à l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est dans les échanges que nous construisons l'avenir, mais toujours en nous référant à ce qui est notre socle fondamental. Nous avons en France, moi j'ai passé plus de 10 ans de ma vie hors d'Europe, à travers le monde, aux affaires étrangères et à l'éducation nationale, et chaque fois que je revenais en France pour mes propres vacances, je me disais toujours, mais quel pays formidable! Nous vivons dans un pays formidable. Les Français ne le savent peut-être pas, mais nous vivons dans un pays formidable. Quand on voit ce qui se passe, hein, c'est toujours le fameux adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Eh bien, il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Nous sommes un service public d'éducation qui est absolument exceptionnel. Je ne le dis pas parce que je suis simplement le représentant du recteur ici, mais parce que j'ai commencé ma carrière en petite section de maternelle. J'étais professeur, et vous aussi, madame, parfait. Eh bien, 30 ans de parcours professionnel comme les vôtres font découvrir que nous avons une richesse formidable qu'il nous faut valoriser. Et je conclurai par là-dessus, puisqu'il faut être serviteur de nos élèves et les mettre en condition d'apprendre. Et que ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux universitaires renommés qui vous exploseront leur point de vue. Je terminerai juste par une petite anecdote. Je le disais à Monsieur Mérieux tout à l'heure. Il y a 30 ans, moi, mon premier formateur, la première chose qu'il m'a dit à l'époque, il m'a dit « Tiens, regarde, je te donne ce bouquin, lis-le.
C'est un bouquin de M. Mérieux. Et il m'a donné un conseil que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas faire tes premiers cours, tu vas rentrer dans ta classe, je te donne 3 conseils. Première chose à faire, que ce soit des petits ou des grands, il faut commencer par rassurer. Si on ne rassure pas, on ne sera pas écouté, on ne sera pas entendu, etc. Et une fois qu'on a commencé à construire un climat de confiance, à rassurer les gens, deuxième chose à faire, il faut séduire, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut, chez les enfants, qu'ils aient des étoiles dans les yeux, qu'on les intéresse, qu'on leur propose un projet, qu'on leur fasse découvrir des choses. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a rassuré, puis qu'on a séduit avec des perspectives, eh bien là, on peut commencer à convaincre et à rentrer dans la rationalité. Et là, on peut commencer à enseigner. Voilà. Et j'ai jamais oublié ça, parce qu'aujourd'hui, évidemment, je suis à la tête d'une grosse organisation. Dans l'académie, nous sommes 60 000. Et auprès de monsieur le recteur, je suis chargé d'organiser tout ça. Et très humblement et très modestement, je me souviens de ce conseil-là, parce qu'avec les adultes, c'est pareil. Si on commence par rassurer, puis par proposer un projet séduisant, eh bien après, on peut convaincre quel chemin il faut qu'on prenne tous ensemble pour y parvenir. Et j'espère que cet après-midi, vous aurez cette possibilité-là. Et je vous souhaite à tous, voilà, de réussir à dégager entre vous un certain nombre de points de vue, d'échanges, d'idées nouvelles, etc. Et monsieur le recteur prend l'engagement de continuer avec tous nos partenaires institutionnels, comme les collectivités territoriales, avec les associations des parents d'élèves, avec les différentes associations, de continuer de nourrir ce dialogue qui est absolument fondamental pour que nous nous enrichissions et que nous nourrissions les uns les autres des bonnes idées, des bonnes initiatives, et que notre rôle de service public d'éducation ensuite est de pouvoir enrichir ce qui fait notre socle de toutes les bonnes idées locales. Merci à tous, je vous souhaite des bons travaux. Merci beaucoup pour ces paroles positives qui valorisent le service public de l'éducation, mais qui sont très effectivement positives. Moi, j'avais imaginé que mon propos ferait un état des lieux des problématiques de l'éducation pour vous dire comment la métropole envisageait un certain nombre de réponses qui ne sont évidemment pas exclusives et qui n'apportent pas l'ensemble des solutions, mais en tout cas pour vous expliquer le positionnement. Et je voulais commencer en vous disant que dans ce flux de paroles positives que vous avez prononcé, monsieur le secrétaire général, on doit bien aussi constater que la volonté d'éduquer se confronte à de nombreuses difficultés. D'abord, la difficulté de recrutement des personnels socio-éducatifs au sens large, en lien avec le manque de reconnaissance des salariés de ces domaines, alors qu'ils et elles assurent un filet social de grande valeur pour la société, un filet social qui est absolument essentiel. Donc il y a un vrai fossé entre le manque de reconnaissance et la qualité du service qu'ils rendent. Une difficulté, c'est aussi l'insécurité que ressentent les parents face au service public de l'éducation, la question de l'évitement de l'école publique et en particulier des collèges où c'est encore plus crucial. Donc ce sont des défis structurels, mais auxquels s'ajoutent des enjeux auxquels les jeunes sont confrontés. Évidemment, le changement climatique et la nécessité d'accompagner les jeunes au-delà de l'éco-anxiété ou de l'éco-lucidité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, vers l'accompagnement, vers le basculement des modes de vie. Donc ça nécessite un véritable accompagnement en confiance. La fracturation de la société aussi, et l'individualisation des parcours de vie avec de vraies différences selon les jeunes et selon là où ils sont situés, des vraies différences d'accès aux outils de l'émancipation. Et puis, comment lutter contre la continuité du sexisme? Vous avez certainement entendu parler du rapport du HCE qui est sorti cette semaine, qui explique que le sexisme reste prévalent dans la société, mais en particulier chez les jeunes, et en particulier à l'âge du collège, avec des conséquences extrêmement graves sur les violences faites aux femmes. Comment lutter aussi contre le développement des thèses et des affirmations racistes et fascistes. Comment comment lutter contre le doute adressé à la science. Voilà, un ensemble de mots qui rongent le modèle républicain et la capacité de vivre ensemble. Alors,
Évidemment, la métropole n'a pas de compétences directes sur l'éducation. Pourtant, elle est chargée de nombreuses politiques publiques qui sont en lien avec ces thématiques. Par exemple, parce que nous sommes fortement liés au secteur associatif, qui intervient, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les domaines larges du vivre ensemble. Liés aussi au monde économique, qui travaille aussi sur sa reconversion, sa transformation, et aussi une meilleure connaissance en direction des jeunes. Nous portons aussi des politiques sociales fortes. Et nous portons aussi un engagement de résilience face aux crises. Et puis nous sommes aussi chargés de gérer les collèges. Et donc la métropole joue un rôle traditionnellement, puisque c'est sa compétence première, dans la construction et la maintenance des lieux où vivent les jeunes et les adultes qui les entourent. Nous avons aussi la compétence de mettre en place dans ces collèges une alimentation saine et équilibrée. Et puis nous assurons enfin le lien entre l'éducation nationale et les acteurs et les actrices du territoire à travers le financement d'actions éducatives. Donc je veux revenir sur ces 3 points. Premièrement, sur la question des investissements. Dès le début de ce mandat, nous avons fait un état des lieux des établissements, des collèges du secteur, et nous avons voté une enveloppe financière très importante de 300 millions d'euros pour construire des nouveaux collèges là où les tensions démographiques montrent qu'il est absolument impératif d'alléger les effectifs. Et aussi parce que tous les quartiers de la métropole ont droit à des services publics de qualité. Donc cette enveloppe permet non seulement de construire des équipements, mais elle permet aussi d'engager des travaux de réhabilitation d'ampleur pour rénover les bâtiments dégradés, et puis aussi pour construire des cantines dans les collèges où cette option n'a jamais été pensée, comme si s'alimenter décemment n'était pas un acte éducatif à plein titre. Alors sur les cantines, au-delà de la construction des cantines elles-mêmes, de bâtiments eux-mêmes, nous travaillons aussi pour pour améliorer la qualité des repas servis avec un objectif de 100% bio, 50% local et de la réduction de la part carnée dans les assiettes, avec évidemment l'intégration d'objectifs de diminution des déchets et d'autonomie des élèves dans leur choix alimentaire. L'alimentation, c'est la base de la santé, évidemment, mais la question de l'alimentation, elle est aussi décisive pour les choix de consommation que les jeunes font à leur âge et pour toute leur vie d'adulte. Et l'alimentation, c'est aussi un outil très important les choix alimentaires, en tout cas, les choix de consommation, c'est un outil important de reconversion du système agricole et industriel. Donc, c'est un acte éducatif fondamental et c'est très important que la métropole s'engage dans ce domaine. Et puis le bien-être, c'est aussi la protection face au changement du climat, et nous travaillons sur la rénovation énergétique des bâtiments avec une planification des investissements comprise dans notre enveloppe contre les passoires thermiques, 2 collèges réhabilités dans ce mandat et 8 qui seront lancés. Et puis, comme vous le savez, la végétalisation des espaces de récréation, des aménagements qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur, mais aussi de repenser la façon d'occuper les espaces, et notamment en termes de genre et d'égalité entre les filles et les garçons. Je voudrais vous parler aussi de la carte scolaire, qui est une compétence de la métropole. Et nous faisons le constat de la perte de mixité dans l'agglomération, qui est liée à la façon dont la métropole dont l'urbanisation a été organisée sur la métropole, liée à l'identité des quartiers, avec un vrai problème d'enfermement, de méconnaissance de réalités pourtant proches, des problèmes de bien-être, de vivre ensemble et d'autonomie, c'est-à-dire des vraies questions sur les capacités de choisir sa vie en fonction de ses propres volontés. Donc, notre travail consiste en plusieurs aspects. Diversifier l'habitat. Je prends pour exemple le projet autour de l'ancien collège Maurice Sèvres, où nous avons transformé le projet pour augmenter la part de logement social et recourir à un dispositif qui s'appelle le bail réel solidaire, qui déconnecte le prix du foncier du prix de l'appartement. Donc l'idée, c'est de diversifier l'offre et de mixer les publics dans un quartier qui a jusqu'ici peu de logements sociaux. S'il s'agit de la Croix-Rousse, avec 17% de logements sociaux. Donc ça, c'est une illustration de volonté de travailler sur la diversification de l'habitat. Il y a aussi la question des mobilités, où nous avons un vrai
un enjeu important de désenclavement de ces quartiers, et donc mettons en place des lignes fortes, notamment sur Vaux-en-Velin et sur Vénissieux-Saint-Fond, des lignes de tram, des lignes structurantes. Et puis évidemment, il y a la question du renforcement de l'attractivité des collèges, et donc nous travaillons avec l'inspection académique pour demander des renforts, demander des postes à profil, demander des options attractives, en particulier dans les collèges qui sont les moins attractifs selon les familles. Et puis nous avons besoin aussi d'affiner notre connaissance des données pour adapter des propositions des nouvelles propositions de cartes scolaires en fonction de données vraiment actualisées. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons en place un observatoire de la démographie et de la réussite scolaire. Et puis je voudrais terminer sur les actions éducatives dont je vous parlais tout à l'heure. Ça n'est pas la compétence première de la métropole, mais nous intervenons quand même dans ce domaine. Nous avons fait le constat que l'ensemble des directions de la métropole offrent des dispositifs en direction des collégiens et des collégiennes, mais que finalement il y avait une faible visibilité de ce qu'offrait la métropole. Voilà, peut-être c'était extrêmement dense et bon, c'était pas forcément facile de se repérer. Donc nous avons décidé de renforcer déjà, premièrement, la lisibilité de l'offre politique en affirmant que nous donnions une priorité aux questions aux questions de citoyenneté, aux questions d'égalité entre les filles et les garçons, aux questions d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux questions de transition et de résilience. Donc quatre axes extrêmement structurants sur lesquels nous voulons développer les propositions. Et puis, ce que nous proposons aussi, c'est de soutenir des alliances éducatives en appelant l'éducation nationale, les enseignants dans les collèges, enfin les équipes éducatives dans les collèges, à coopérer davantage et de façon plus forte avec l'éducation populaire pour ouvrir les collèges et impulser aussi d'autres modes d'apprendre en confrontant des expériences différentes. Donc nous avons mis en place une plateforme qui rassemble l'ensemble de l'offre des directions métropolitaines. Je pense que cette offre est plus lisible. On fera un séminaire en mars pour faire un bilan, puisque ça fera 1 an qu'elle aura été lancée, et donc on en tirera un certain nombre de conclusions. La métropole est également très fortement investie sur la connaissance des métiers. Il ne s'agit pas d'orientation précoce, évidemment, au collège, mais de découvrir les potentiels des territoires, avec la volonté de pousser la place des filles dans les métiers, dans tous les métiers, l'économie sociale et solidaire, qui reste une dimension encore trop peu connue du développement économique, les métiers du soin, la médiation industrielle, parce qu'il y a de vrais enjeux à la réindustrialisation et à travailler davantage avec la connaissance de ce patrimoine qui existe sur nos territoires. Et puis une attention évidemment plus particulière aux jeunes qui n'ont pas de réseau, avec des offres de stage qui sont destinées à ces jeunes pour qui c'est plus difficile de trouver... Voilà, de trouver des stages qui correspondent à leurs ambitions. Et là, nous travaillons avec un partenaire qui est présent au Festival de la Prangue, qui s'appelle Viens voir mon taf. Et puis nous avons une politique mémoire importante que nous souhaitons rendre encore plus visible, parce qu'il s'agit de lutter contre l'oubli avec la construction de parcours dédiés avec l'ensemble des structures impliquées sur cette thématique. Elles sont nombreuses sur le territoire de la métropole. Et donc c'est nécessaire de travailler avec elle. Bon, alors j'ai pas fait le tour de l'ensemble des engagements de la métropole. J'espère que je vous donne pas une impression d'autosatisfaction, parce que j'ai essayé de vous montrer comment nous étions engagés. Je suis tout à fait humble, et je voudrais que vous entendiez aussi cette humilité, parce que les enjeux sont très nombreux. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes tout seuls, même s'il y a une volonté politique très forte et des moyens non négligeables. Il y a de véritables nécessités de travailler ensemble, d'être lucide sur les problématiques. Je voulais simplement vous dire qu'à la métropole, il y avait un engagement très fort, technique, financier, humain, et que voilà, je nous appelle à travailler ensemble dans cette volonté de renforcement du service public, parce que notre cible, ce sont les collégiens et les collégiennes, et que c'est essentiel de travailler ensemble pour accompagner leur éducation.
Alors, merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, et merci pour l'humilité. C'est une donnée, je crois, incontournable de la tâche éducative. On voit bien l'engagement d'une collectivité territoriale. Il y en a beaucoup d'autres, il y a énormément de choses à dire. On est un peu compressé par le temps pour réserver un temps vraiment important à l'analyse d'une donnée concernant le bien-être de l'élève, le bien devenir, comme l'appelle Philippe Mérieux. Et donc, j'ai le grand plaisir, en tant que directeur de l'école académique de formation continue de l'éducation nationale de l'Académie de Lyon, on arrête là, j'ai beaucoup de collègues dans la salle, de passer très rapidement la parole à Rebecca Shankland, qui est professeure des universités, à l'université de Lyon 2, qui est responsable d'un laboratoire sur le bien-être à l'école, en psychologie du développement, qui ensuite et qui va répondre à une première question. La même question sera posée à Philippe Mérieux, que je ne présente pas. Vous connaissez tous, professeur émérite des universités en sciences de l'éducation. Donc Rebecca, le bien-être de l'élève à l'école, qu'est-ce que c'est en fait? De quoi parle-t-on? Quelle est sa définition? Bonjour, merci beaucoup pour cette très belle introduction qui finalement fait le lien à la fois sur la question du bien-être d'un point de vue global et puis c'est l'introduction du secrétaire général qui est portée plus sur la question du bien-être dans la classe. Au niveau des recherches, le bien-être a été étudié essentiellement sous l'angle de la satisfaction scolaire à travers différentes enquêtes. Et cette satisfaction scolaire, elle porte notamment sur la qualité des relations, à la fois avec les autres élèves, mais aussi avec les adultes, les professionnels de l'éducation, et sur la dimension d'intérêt, de motivation par rapport aux apprentissages, donc les deux choses qui ont été nommées tout à l'heure. Et les recherches se sont intéressées finalement aux différents déterminants de ce bien-être. En particulier, j'avais envoyé quelques diapositives, si c'est pertinent, vous pouvez les mettre. Donc en particulier autour de la réponse à 3 besoins psychologiques fondamentaux qui sont sur la diapositive suivante, qui ont été mis en évidence par toutes les recherches menées par Deci et Ryan. Donc ces 3 besoins sont d'abord le besoin d'autonomie, et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises dans votre discours introductif, cette question de le sentiment d'autonomie de l'élève, c'est-à-dire ce sentiment d'être acteur de ses apprentissages, de pouvoir faire des choix. Le besoin de compétence, c'est le sentiment d'être à même de pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont demandées dans le contexte scolaire, et le besoin de proximité relationnelle à la fois avec les professionnels mais aussi avec les autres élèves. Et donc dans ce contexte éducatif, en fait, les adultes jouent un rôle très important pour pouvoir répondre à ces 3 besoins psychologiques fondamentaux qui vont agir à la fois sur le bien-être, la satisfaction scolaire, mais aussi sur la motivation et la réussite dans les apprentissages. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on peut travailler. Et pour revenir à l'aspect qui a été mentionné en introduction, si on s'intéresse à la question du bien-être à l'école, ce n'est pas seulement le bien-être des élèves, mais se pose aussi la question de ces besoins psychologiques fondamentaux chez les professionnels et comment l'institution scolaire peut aujourd'hui mieux répondre à ces besoins d'autonomie, de sentiment de compétence et de proximité relationnelle chez les adultes, sachant que la première cause de burn-out des enseignants n'est pas la relation avec les élèves et les difficultés dans la classe, mais la relation aux collègues. Merci beaucoup, Rebecca, pour cette première approche. Philippe Mérieux, alors votre définition du bien-être à l'école. Oui, moi je partage totalement ce qui est écrit ici sur l'attitude centrée sur l'élève et la posture compréhensive qui me semble absolument essentielle dans toute relation pédagogique et éducative. Peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, pourrais-je évoquer quelques alertes qui me semblent nécessaires et aboutir effectivement à cette idée d'un bien devenir plutôt que d'un bien-être. Première alerte, je fais partie de ceux qui s'inquiètent de voir le bien-être devenir l'objet d'un marché. Imaginez que demain, dans les quartiers de Lyon ou ailleurs, se développe un certain nombre de boutiques de coaching, de testing ou de toute autre forme d'accompagnement individualisé plus ou moins payant. Nous serions dans une forme d'organisation qui ressemblerait à celle d'un hôpital qui subventionnerait des officines privées à la porte de l'hôpital pour soigner les maladies nosocomiales qu'il aurait lui-même déclenchées.
Or, je crains que cela ne se déroule quand même sous nos yeux, directement ou indirectement. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureux d'être invité ici, un peu déçu de voir que les associations complémentaires de l'école publique et les organisations professionnelles enseignantes n'étaient pas organisatrices avec le Festival de l'Apprendre, parce que je crains que l'on travaille sous une forme de compensation libérale au déficit de l'école plutôt que de s'intéresser au fonctionnement même de cette école. Je tenais à dire cela. Pour moi, c'est important. C'est un enjeu sociétal et politique qui me semble fondamental. Deuxièmement, deuxième alerte, pour compléter ce qui vient d'être dit, je crois qu'il ne faut pas confondre le bien-être et l'absence d'épreuves. Le bien-être, c'est aussi la capacité à surmonter des épreuves. Il y aurait une conception du bien-être un peu naïve, qui ferait du bien-être une forme de manière de patauger dans le présent, d'une façon un peu béate. J'ai là sous les yeux une citation d'André Gide que je trouve assez juste. Gide disait « Il faut avoir, en famille et à l'école, vécu des épreuves pour pouvoir développer cette vie intérieure sans laquelle nous restons dans ce qu'il appelle, ce que Gide appelait cette béatitude végétative stérile qui caractérise tant de nos contemporains. » Alors oui, ne mélangeons pas le bien-être et l'absence d'épreuves. Pour nos élèves, pour nos enfants, pour nos adolescents, le bien-être, c'est la capacité à s'affronter à des épreuves. Et à des épreuves qui peuvent être difficiles pour eux. Et il y aurait une conception du bien-être qui consisterait à gommer la difficulté, par exemple, qui me semble dangereuse aujourd'hui. Troisième élément, bien sûr, il ne faudrait pas, et c'est encore une alerte, confondre le bien-être avec une posture strictement individualiste. On n'est pas heureux tout seul. Et le bien-être ne se construit pas simplement en prenant soin de soi. Moi, j'ai été agacé au moment du Covid par la manière dont chacun disait à l'autre « prends soin de toi ». Prends soin de toi, c'est très bien, mais la meilleure manière de prendre soin de soi, c'est encore de prendre soin des autres. Et c'est en prenant soin des autres qu'on prend le mieux soin de soi. Donc, j'aimerais que la notion de bien-être soit toujours reliée à celle de coopération et de solidarité, ou plus simplement à celle d'entraide, parce que l'entraide est une valeur fondamentale. Et puis, la dernière alerte, c'est sur l'idée que le bien-être, ça n'est pas, pour reprendre une vieille expression philosophique, la persévérance dans son être. Ça n'est pas le fait de se revendiquer comme un être. Je suis ceci, je suis cela, je suis un bon élève ou je suis cancre, je suis issu de banlieue ou je suis au contraire un enfant privilégié, issu des beaux quartiers. Le bien-être, c'est la possibilité de dépasser ce qui nous a fait, ce d'où on vient, pour choisir son propre devenir. Le bien-être, c'est pas l'enquistement dans ce que l'on a été, c'est le choix de ce que l'on veut être. Et il me semble important de le dire, de le rappeler, parce qu'il y a une forme d'enquistement dans ce que l'on a été qui peut satisfaire au fond tout le monde, qui peut satisfaire aussi bien l'enseignant, mais il n'y en a pas, qui dit à cet élève « tu es un cancre », ça lui évite de chercher des moyens nouveaux pour le faire réussir, que l'élève qui se dit « je suis un cancre, et si je suis un cancre, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour réussir ». Il y a une sorte de complicité des fatalismes qui peut faire du bien-être son alibi. Et je ne voudrais pas que le bien-être devienne l'alibi de la complicité des fatalismes. Voilà. Et puis, dernière chose, mais je pense que nous sommes complètement d'accord avec ma collègue, les compétences psychosociales qu'elle a évoquées ne peuvent pas être développées sans une réflexion simultanée sur leur arrimage à des valeurs. C'est-à-dire qu'on peut être compétent, autonome, on peut avoir des tas de qualités en termes de communication, etc. et, excusez-moi, être un beau salaud. Voilà. Il me semble que la question du bien-être doit être toujours reliée à la question des valeurs que l'on propose, et en particulier aux deux valeurs qui sont constitutives depuis Ferdinand Buisson du système éducatif français, qui sont l'émancipation et la solidarité.
quel plaisir de te retrouver sur des discours toujours aussi forts, qui ne sont pas que des discours et qui croisent la définition de Spinoza selon laquelle éduquer, c'est bien conduire un être qui se prescrira à lui-même les conditions de son existence. Alors Rebecca, comment on fait pour être bien et devenir bien à l'école? Est-ce qu'il y a des pistes, des choses que la recherche nous conseille à nous autres tous, professionnels, parents, associations, mouvements d'éducation populaire et professionnels de l'éducation? Oui, tout à fait. Donc, exactement dans la lignée de ce que vient de proposer Philippe Mérieux, aujourd'hui, on considère que pour pouvoir agir sur ces différents aspects du bien-être, on peut travailler sur les compétences psychosociales. Alors, je ne l'avais pas vraiment développé, mais sur les diapositives qui viennent, vous trouverez en fait les grandes instances qui se sont intéressées, donc depuis l'année dernière seulement, à la question du bien-être à l'école, donc à la fois au niveau du Conseil scientifique de l'éducation nationale avec un groupe de travail spécifique sur le bien-être à l'école, un observatoire du bien-être à l'école qui a été créé à Lyon 2, et au niveau de Santé publique France, donc on a proposé un référentiel sur le développement des compétences psychosociales qui est donc accessible en ligne, dans lequel vous pouvez retrouver, et sur la diapositive suivante, les différentes compétences psychosociales qui ont été étudiées au niveau de la recherche, qui sont répertoriées en 3 grandes catégories, donc à la fois des compétences d'ordre cognitif, qui concernent justement cette capacité d'autorégulation, d'auto-évaluation, d'identification finalement de ces valeurs, de ces ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, les compétences d'ordre émotionnel, qui concernent notamment la capacité à réguler les émotions, et on sait que c'est une dimension clé pour pouvoir rentrer dans des relations constructives avec autrui, et toutes les compétences sociales telles que l'empathie, la capacité à demander de l'aide, la capacité à coopérer, qui, comme l'a dit Philippe Mérieux, en soi, si on ne travaille pas sur la dimension du sens moral, donc sur toutes les valeurs en action, eh bien, ne vont pas suffire pour développer une société solidaire. Donc, c'est des compétences qui sont utiles, qui vont améliorer le bien-être et la réussite scolaire. Sur la diapositive suivante, vous voyez les résultats des recherches qui portent sur le développement de ces compétences psychosociales. Donc, ce sont les résultats des méta-analyses et des synthèses de toutes les recherches, donc, dont celle de Durlac qui porte sur plus de 270 000 élèves, où on voit qu'on a donc des effets sur la santé mentale, sur le bien-être, l'estime de soi, sur la réussite scolaire, l'insertion sociale et professionnelle, sur la qualité des relations à l'école et dans la famille, et du coup qui peuvent être vraiment très bénéfiques aussi à la question de la démocratie et la réduction de toutes les différentes problématiques que vous avez nommées tout à l'heure, sur la question du racisme, du sexisme, etc. Donc aujourd'hui, l'ensemble des ministères concernés par la jeunesse ont signé un arrêté fin août pour s'engager au développement de ces compétences psychosociales dans les différents contextes qui concernent les jeunes aujourd'hui, dont l'éducation nationale. Et la question qui se pose et qui rejoint les préoccupations de Philippe Mérieux, c'est, bien sûr, on est tous d'accord au niveau de la recherche que c'est important de travailler sur ces compétences, mais sans que ce soit quelque chose, un fardeau supplémentaire sur l'épaule des professionnels qui ont déjà tellement de choses à gérer dans leur quotidien. Et là, on leur demande en plus de s'occuper donc du développement de ces compétences et du bien-être des jeunes, alors qu'eux-mêmes se retrouvent en difficulté, et on le voit avec la quantité de burn-out, le turnover dans ces différents métiers. Donc notre préoccupation aujourd'hui, elle concerne vraiment, bien sûr, le développement de ces compétences, mais surtout en essayant de prendre mieux soin des professionnels, donc potentiellement en proposant aussi le développement de ces compétences pour les adultes qui le souhaitent. Donc il y a différents programmes de recherche, différents outils, notamment en ligne, mais aussi en formation, dans le cadre de formations académiques, qui sont proposés pour essayer de répondre au mieux à cette question. Et pour vous montrer juste un exemple d'une recherche sur la diapositive suivante. Donc c'est une formation qui a été proposée donc sur 2 jours et demi dans différentes académies, qui s'appelle Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, où on s'est intéressé en priorité aux enseignants. Donc comment on peut aider les enseignants eux-mêmes à développer leurs compétences psychosociales, celles qu'ils souhaitent, celles qui leur semblent les plus utiles pour eux-mêmes dans leur contexte professionnel.
Et on a pu identifier comment le travail avec les enseignants, même si c'était assez court, avait des effets sur leur posture professionnelle permettant de mieux répondre aux 3 besoins psychologiques fondamentaux, donc le besoin d'autonomie, de compétences et de lien social, de proximité sociale des élèves, et que ça augmentait aussi la satisfaction professionnelle des enseignants par rapport à ce contexte qui est difficile en ce moment. Et sur la diapositive suivante, vous verrez donc les effets indirects sur les élèves, ou les effets directs, mais disons qu'il n'y a pas eu une intervention auprès des élèves de notre part, sur le sentiment qu'effectivement, le contexte scolaire, après cette formation, comparé au groupe contrôle que vous voyez également, a pu augmenter légèrement le sentiment que l'école répond à ses besoins psychologiques fondamentaux. Alors, on pourrait faire beaucoup mieux avec des formations plus longues. On espère que cette prise en compte et cette priorité qui a été proposée par le ministre puisse se retrouver dans les maquettes de formation initiale, puisque, effectivement, avec 2 jours de formation en formation continue, on ne peut pas compenser le manque qu'il y a en formation initiale. Donc en tout cas, c'est des perspectives qu'on est aussi en train de développer dans le champ du travail social et auprès du personnel périscolaire, puisqu'on a un projet en cours sur le bien-être à la cantine. Donc voilà, on sera ravis de pouvoir aussi échanger avec vous sur vos idées à ce sujet. Bien, merci beaucoup. Alors évidemment, le directeur d'école académique de formation continue que je suis est directement interpellé dans ce que vous dites. Alors la formation continue des personnels a beaucoup changé. C'est pas 2 jours par personne par an, tout ça c'est terminé. Il n'y a plus de plan académique. On est sur des parcours de 25 heures. Je vais pas rentrer dans le détail. On a un stand que vous pourrez consulter tout à l'heure. C'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que pour nous et pour le Grenelle comme pour le ministre, se donner du temps aux gens, varier les démarches de pédagogique en formation d'adultes, leur donner de l'autonomie avec un livrable à rendre pour qu'ils travaillent entre eux et qu'ils parlent entre eux de leurs élèves au lieu d'avoir 3 heures. Et puis également des modules de personnalisation qui permettent vraiment de flécher des parcours. Ça a été la clé de voûte d'un changement qui est récent. C'est pour ça qu'on l'ignore beaucoup encore. Donc je fais mon petit coup de pub au passage avant de repasser la parole à Philippe Mérieux, surtout parce que c'est ça qui est intéressant. C'est lui qui est intéressant sur le comment on fait, Philippe, alors. Merci Didier. Alors, moi, je vais parler là plutôt en tant que pédagogue de terrain, au coude à coude avec les collègues enseignants dans les classes, sur le comment construire des dispositifs, des situations, à la fois dans les classes et plus globalement dans les écoles et les établissements, qui rendent possible ce qui vient d'être évoqué. Alors, 5 pistes, mais il y en aurait beaucoup d'autres, et je vais les développer d'une manière extrêmement brève, bien sûr. La première, et j'emprunte l'expression à quelqu'un dont j'ai beaucoup appris, Jacques Lévin, il faut que l'école et la classe soient un espace hors menace. Hors menace, ça veut dire qu'on peut se tromper, par exemple, sans que cela aboutisse au fait que vous allez être humilié, ou que vous allez avoir, par exemple, une note qui va rester collée à vous pour le restant de vos jours et de votre scolarité. Hors menace aussi, parce que vous vivez dans un environnement où l'adulte vous garantit contre les agressions, contre le harcèlement des autres, et vous garantit qu'il prend soin de vous, à travers l'ensemble de son comportement. Et je réagis là très positivement à ce qu'a dit Véronique Moreira, y compris qu'il prend soin de vous à travers le matériel, les locaux qu'il met à votre disposition, à travers l'environnement qu'il met à votre disposition. Créer un espace hors menace, c'est pas simple. Quand on dit à un groupe d'élèves, allez-y, vous pouvez parler, celui qui parle, c'est celui qui sait déjà parler. Celui qui ne sait pas parler, qui bafouille, qui bredouille, il faut qu'il soit sûr qu'on ne va pas se moquer de lui. Ça, c'est une garantie fondamentale, essentielle, en particulier pour tous ceux et toutes celles qui sont un peu défavorisés dans leur parcours de vie. Deuxième élément, il faut permettre à l'enfant de jouer en permanence sur le couple frustration-promesse. Je ne veux pas rentrer dans un exposé long et fastidieux de psychologie clinique, mais on ne peut guère imaginer une vie, et a fortiori une vie scolaire, sans frustration. La frustration, c'est le fait d'attendre, par exemple, et de ne pas exiger d'avoir tout de suite. Et nos enfants, nos adolescents ont besoin d'apprendre la frustration. Mais la capacité à entendre la possibilité de la frustration
n'existe et n'est possible, ne se construit que si simultanément il y a une promesse. C'est un peu comme dans la toute petite enfance, quand le père, la mère disent à un bébé qui ne comprend pas encore, mais on n'en sait rien, je ne te donne pas à manger tout de suite, mais je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas à ton service, mais je ne te laisserai pas tomber. Faire entendre à l'enfant qu'il peut vivre la frustration comme une promesse et non pas comme quelque chose qui est entièrement négatif me paraît fondamental et essentiel. Si j'avais le temps, je développerais ce que ça veut dire au plan concret pédagogique, y compris dans toutes les disciplines, en mathématiques, en histoire, en géographie, par rapport à la prise en compte des représentations immédiates des savoirs, etc., etc. Tout ça, ça veut dire des choses très très précises pour les enseignants. Troisième élément, et c'est un objet de travail pour moi fort depuis quelques années, c'est de passer avec les enfants du désir de savoir au désir d'apprendre. Moi, je ne crois pas que tous les enfants veuillent apprendre. Ça me paraît être une illusion absolue que certains neuroscientifiques imprudents ont laissé échapper de temps en temps. Je pense que les enfants veulent savoir, et si possible, savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre, ça demande du temps, il faut faire des efforts, il faut gâcher du matériel, il faut corriger ses premiers travaux, etc. Et je pense que notre société est tout entière tendue entre ceux qui satisfont le désir de savoir par des slogans, par des théories du complot, par toute une série de processus qui relèvent de la mécanique de l'emprise, et ceux qui stimulent le désir d'apprendre en mettant les gens en recherche. Et je pense qu'un des enjeux majeurs de l'école, c'est de mettre les gens en recherche et de ne pas satisfaire le désir de savoir, c'est-à-dire de faire passer les enfants du désir de savoir au désir d'apprendre. C'est la raison pour laquelle, comme John Dewey, que j'admire beaucoup, je crois que l'enquête est à la fois la matrice de la pédagogie et de la démocratie, et que c'est le fait de mettre l'enfant en situation de recherche par l'enquête que l'on construit à la fois un sujet et un citoyen. Quatrième élément, je l'ai évoqué tout à l'heure, tous les dispositifs d'entraide. Tous les dispositifs d'entraide. Il y a quelque chose, ma collègue le sait bien mieux que moi, que les chercheurs savent depuis maintenant très longtemps. C'est que les dispositifs d'entraide sont un atout extraordinaire pour les institutions scolaires. L'entraide ne profite pas simplement à celui qui est aidé. Elle profite tout autant, si ce n'est pas plus, à celui qui aide et qui comprend mieux ce qu'il a compris en l'expliquant à quelqu'un qui ne comprend pas. Une méta-analyse récente montre que l'idéal type d'un cours sur 1 heure serait 1 heure de transmission d'informations, un tiers de transmission d'informations, 1 tiers de travail personnel et 1 tiers d'entraide entre élèves. 1 tiers d'entraide entre élèves. Le développement de l'entraide est au-delà des situations de coopération qui sont plus complexes que l'entraide. La coopération nécessite une exigence supplémentaire et sur le plan de la formation, elle nécessite, me semble-t-il, quelque chose un accompagnement très fort des enseignants. Parce que les enfants ne coopèrent pas spontanément, hein, pas plus que les adultes d'ailleurs. Hein. Quand les enfants sont ensemble, comme les adultes, ils s'organisent en concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Hein. Si on veut qu'ils coopèrent réellement, il faut que nous soyons là, au coude à coude avec eux, pour leur montrer ce que c'est qu'une vraie coopération, où la réussite de chacun bénéficie à la réussite de tous, et la réussite de tous à celle de chacun. Et puis, 5e piste, mais voyez, ce sont des pistes extrêmement larges, hein, c'est l'apprentissage de la responsabilité. Et je pense que là-dessus, nous avons énormément de progrès à faire. La responsabilité, elle est fondatrice de la plupart des compétences psychosociales qui ont été évoquées par ma collègue. Or, nous sous-estimons beaucoup, là encore, les possibilités. En maternelle, la petite Julia, elle peut être responsable du poisson rouge, du bocal à poisson rouge. Et elle apprendra, parce qu'elle est responsable du bocal à poisson rouge, que son autorité n'est que le revers de sa responsabilité. Et qu'il n'y a pas d'autorité légitime qui ne soit le revers d'une responsabilité. Et que donc elle peut interdire aux grands de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge, qu'elle en a l'autorité, même si elle n'en a pas la force physique. Et cette distinction-là est absolument fondamentale.
la prise de responsabilité systématique, la recherche systématique dans les établissements scolaires de toutes les responsabilités que l'on peut prendre dans tous les domaines, sur tous les niveaux, est quelque chose qui me paraît absolument fondamental pour développer la conception du bien-être qui a été évoquée cet après-midi. Voilà 5 pistes, mais on pourrait les multiplier. Ces 5-là me paraissent intéressantes à prospecter, et je pense d'ailleurs qu'on y reviendra tout à l'heure parce qu'elles font partie des points qui seront évoqués. Merci beaucoup à tous les deux. On va réserver un temps d'échange. Est-ce que vous souhaitez profiter de la présence de Rebecca Chancland et Philippe Mérieux pour questionner, réagir, intervenir? C'est difficile, hein, c'est un peu protocolaire comme situation. Oui, c'est un peu protocolaire. On peut passer à la deuxième question tout de suite si vous voulez. Ce sera plus simple. N'hésitez pas, profitez-en. Hein, ce sont des temps. Allez-y, monsieur. Vous vous présentez ? Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yann Uliac de l'association Le Rameau. Tout d'abord, un merci infiniment à nos orateurs pour cet exposé passionnant à bien des égards. J'aurais beaucoup aimé que vous développiez ce volet sur l'apprentissage de la responsabilité, qui me paraît effectivement extrêmement structurant. Dans le rapport au bien-être de... Vous pouvez rappeler l'intitulé de votre association, dire qui vous êtes ? Moi-même, je suis en charge de l'Observatoire des partenariats au Rameau, qui est un laboratoire d'innovation sur les partenariats au service de l'intérêt général. Voilà. Très bien. Philippe, Rebecca, un approfondissement sur la notion de responsabilité. Je ne veux pas accaparer le micro. Cette question est complexe. Elle renverrait à d'autres concepts. D'abord, le concept de subjectivation. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet qui se construit ? C'est-à-dire qui devient capable de dire « je », qui n'est plus dans le « on », le « nous », voire l'absence de responsabilité ou de prise de parole. Ce processus de subjectivation, il passe par la capacité d'imputation, c'est-à-dire s'imputer à soi-même ses propres gestes et ses propres actes, quand trop souvent la société n'impute pas aux jeunes leurs propres gestes ou leurs propres actes, mais les considère comme soit des victimes, soit des coupables, c'est-à-dire est incapable d'entendre ce en quoi ils ont à certains moments agi librement et à certains moments sous l'influence d'un certain nombre de facteurs extérieurs. Donc il y a tout un travail à faire, qui est un travail compliqué, pour aider les jeunes à sortir de cet étau, stigmatisation, culpabilisation, etc., et pour leur permettre d'aller progressivement vers la recherche d'espaces de liberté. Et pour y arriver, je pense que la mise en responsabilité est quelque chose de fondamental. La mise en responsabilité, elle donne la possibilité à un enfant, à un tout petit enfant, à un adolescent, à un jeune adulte, de se positionner en jeu, d'agir en conscience des enjeux, cette fois-ci, de la situation dans laquelle il se trouve, et de comprendre que ce qui structure la société, ce n'est pas le pouvoir, mais l'autorité. Hein ? Ça, c'est une distinction absolument fondamentale. Ce n'est pas le pouvoir qui structure une société. Le pouvoir de la force ne structure pas une société. Même le pouvoir de la hiérarchie ne structure pas une société. Ce qui structure une société démocratique, c'est l'autorité. C'est-à-dire le fait qu'on a une responsabilité de quelque chose et qu'au nom de cette responsabilité, l'on cherche à exercer le mieux possible, on va s'informer, solliciter des avis, chercher, imaginer des hypothèses et prendre des décisions. Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux pour la structuration d'un sujet, pour les compétences psychosociales telles que Rebecca les a évoquées tout à l'heure. Alors, dans une école, dans une classe, dans un lycée, dans un collège, il y a des milliers de responsabilités possibles. Célestin Freinet avait utilisé, à un moment où il était en recherche de solutions, entre guillemets, pédagogiques, le système de brevet qu'il avait emprunté au scoutisme.
Et il disait, il faut que chacun de mes élèves ait un brevet. Alors, il y a le brevet de chasseur de papillons, le brevet de celui qui sait faire ceci, qui sait faire cela, qui est au service, le brevet de celui qui sait expliquer les participes passés, et ainsi de suite. Et il disait très justement, ça change tout. Ça change tout parce que les élèves se positionnent non plus dans le collectif en fonction de leurs carences, de leurs déficits, mais en fonction du fait qu'ils sont une ressource pour les autres. Et ça change tout. C'est la raison pour laquelle, je terminerai avec cette phrase, moi je suis extrêmement choqué par l'impérialisme du paradigme déficitariste aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui consiste en permanence à définir les personnes par leurs déficits. Jules est dyslexique. Oui, Jules est dyslexique, il faut l'aider. Mais Jules, il adore les mangas. Jules, il est amoureux d'une fille de la classe. Jules, c'est un excellent goal au basket. Et moi, ça m'intéresse autant de savoir qu'il est dyslexique. Parce que cette capacité à voir en l'autre une ressource et non pas un problème, elle fait société et elle me semble construire cette solidarité dont nous parlons avec Rebecca. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Rebecca, des compléments ont-elles sur le même... Oui, peut-être juste pour donner un exemple concret et en lien avec la question du bien-être à la cantine. On sait que donc on a mené 2 enquêtes qui ont permis d'identifier que le moment scolaire, enfin le moment en tout cas dans une journée d'enfant qui est plus problématique, c'est le moment de la pause méridienne. Et donc sur une des communes de l'académie de Lyon, donc Saint-Pierre-la-Palud, ils ont mis en place, ils ont proposé en fait aux élèves d'école élémentaire qui le souhaitent, pendant leur temps de pause méridienne, après avoir pris leur repas, ils peuvent aller aider les plus jeunes, donc ceux de l'école maternelle, à manger, puisqu'on sait que c'est un moment aussi très compliqué. Plus ils sont jeunes, plus c'est compliqué, puisque il n'y a pas suffisamment de personnel pour pouvoir vraiment faire un moment éducatif de ce temps de pause. Ils ont envie de parler, ils ont besoin d'aide pour couper les aliments, etc. Et donc là, des plus grands viennent aider sur ce temps. Et ça rejoint exactement ce que décrit Philippe Mérieux, et ça va permettre d'agir sur les 3 besoins psychologiques fondamentaux, puisque c'est un choix qu'ils font. Donc ils ont cette possibilité de se sentir acteurs, de pouvoir aider d'autres. Donc il y a un sentiment d'utilité sociale accrue, ce qui augmente aussi leur sentiment de compétence. Ils deviennent une ressource pour l'autre. Et ça augmente le sentiment de proximité relationnelle, notamment pour des élèves pour qui le temps de récréation est compliqué, puisque c'est aussi le moment où il y a le plus de situations de harcèlement. Donc les élèves qui sont plus en retrait, qui sont pas du tout à l'aise dans ces moments, ils ont la possibilité d'aller aider d'autres. Et ça donne beaucoup de sens à leur vie et ça donne plus de bien-être à l'école. Donc c'est une piste aussi qu'on peut, comme disait Philippe Mérieux, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement parlant sur cette situation. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de temps pour prendre une seconde question, une seconde intervention de votre part. Oui, allez-y, monsieur. Assez rapide, je voulais savoir quelle place on pourrait peut-être faire à la créativité en termes de compétences utiles au développement du bien-être, et auquel cas, s'il y avait un enjeu à accompagner cette créativité comme levier du bien devenir. Alors tout à fait, je ne l'ai pas mentionné, mais elle fait partie des compétences psychosociales et on considère aujourd'hui que c'est une compétence clé. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les pédagogies nouvelles pour essayer de comparer les différentes formes de pédagogie et ce qu'elles peuvent apporter. Et sachant que certaines pédagogies se sont orientées plus vers le développement de cette créativité, alors que d'autres ont travaillé plus sur l'autonomie. Donc chaque type de pédagogie a ses apports en termes de bien-être, de développement de l'enfant et des apprentissages. Mais ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans les pédagogies où il y a une place plus importante accordée à la créativité, ça permet de développer davantage de compétences pour faire face à des situations, en étant davantage capable de résoudre les problèmes, en prenant en compte différents éléments de la situation, des éléments basés sur l'expérience passée. Et finalement, donc moi j'ai fait un suivi longitudinal d'élèves de différentes pédagogies,
on a pu mettre en évidence que ça diminue notamment toutes les problématiques de santé mentale à l'arrivée dans l'enseignement supérieur, les conduites addictives, les symptômes de stress, de dépression, parce qu'en fait, c'est vraiment une compétence transversale qui va les aider à trouver aussi mieux le type d'études qu'ils ont envie de faire, à créer des nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, dans un contexte où tout va très vite et où finalement, tout à l'heure en introduction était mentionné le fait qu'il faut penser aux citoyens de demain, eh bien peut-être ce qu'on peut faire de mieux, c'est ce travail sur la créativité, puisqu'on ne sait pas les métiers de demain. Donc on ne sait pas vraiment comment les préparer au mieux à ces métiers. Et donc ce travail sur la créativité est fondamental, sans oublier la question de la créativité chez l'adulte. J'ai beaucoup travaillé sur cette question. En fait, le bien-être et le fait justement de se sentir dans une relation sécurisante favorise plus de créativité, donc la capacité d'innover, d'inventer dans le quotidien, ce qui est essentiel pour les parents notamment, pour les enseignants, puisque chaque situation est finalement unique en contexte scolaire. Chaque classe est différente. Même si on reprend le même cours, on va devoir le faire totalement différemment avec la classe qu'on a. Donc c'est une compétence clé dans le contexte scolaire aujourd'hui, à mon sens. Philippe. Oui, alors moi je ne peux qu'être d'accord. J'ajouterais, mais ça ne fait que redire autrement ce qui vient d'être dit, que pour moi, la créativité, c'est la manière pour un sujet d'échapper à la destructivité, comme le dit Philippe Jamet. La destructivité, c'est la transgression, la mise en péril de sa propre existence à travers toute une série de phénomènes qui peuvent aller de l'addiction à une prise de risque absolument inconsidérée. Tout ça, c'est la destructivité dans ce qu'elle permet au sujet d'éviter la rencontre authentique. Et la créativité, c'est la rencontre. D'abord, la rencontre avec la matière. Créer, c'est objectiver quelque chose que l'on a à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur de soi. Et en réalité, c'est ce qu'on fait à l'extérieur qui nous modèle aussi à l'intérieur. C'est un va-et-vient, une dialectique permanente. C'est la subjectivation qui se fait objectivation à travers une œuvre, à travers une peinture, à travers un geste, à travers un chant, à travers le fait de modeler de la terre, etc. Tout cela est fondamental parce que ça permet au sujet de se fixer et de se projeter en même temps. C'est quelque chose qui permet au sujet d'aller vers du futur, qu'il réintroduit dans son présent. Et tout ça est fondamental. Alors, ça peut paraître très loin du travail scolaire, ça ne l'est pas. Hein. On peut imaginer de travailler comme ça pour faire des rédactions. On peut imaginer de travailler comme ça pour résoudre des problèmes ouverts en mathématiques. On peut imaginer aussi, bien sûr, de travailler comme ça avec la matière. Moi, je suis très sensible à un point fondateur aujourd'hui, c'est la perte de contact des enfants et des adolescents avec la matérialité. C'est une banalité que de dire qu'ils vivent dans la virtualisation des choses. La matière, c'est ce qui, à un moment donné, nous ramène à une forme d'humilité qui est celle du faire avec. Le faire avec. Pas le faire dans la toute-puissance, le faire avec. Quand je fais un tabouret à 3 pieds sans colle ni clou, je fais avec le bois. Et je suis obligé de tenir compte de ce bois-là. Et c'est la réalité du tabouret qui me dit que j'ai ou non réussi. C'est quand je m'assois dessus que je sais que j'ai ou non réussi. Cette capacité de faire avec la matière est fondamentale. Un des enjeux majeurs, et je m'inspire là des travaux de quelqu'un que j'aime beaucoup, Matthew Crawford, avec son éloge du carburateur et son livre remarquable Contact, un des enjeux majeurs d'aujourd'hui, c'est de redonner aux jeunes ce contact avec la matérialité des choses. Et lui, il montre que cette matérialité, c'est d'abord le potager. C'est pas, le potager nous apprend que c'est pas en criant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite. Et c'est déjà important de comprendre ça. C'est aussi l'instrument de musique, parce qu'il a ses règles, c'est la fabrication d'un objet en carton, c'est la poterie, c'est toute une série de choses qui relèvent du travail de la main, qui n'est pas le contraire du travail de l'esprit, mais qui est la condition du travail de l'esprit. Les recherches de Matthew Crawford montrent que ce qui conditionne la réussite scolaire aujourd'hui très largement, ce sont les capacités d'attention profonde. Et l'attention profonde, ce n'est pas celle que l'on acquiert en surfant sur les réseaux sociaux, c'est celle que l'on acquiert en fabriquant avec ses mains
quelque chose qui accapare notre moi, notre subjectivité, et qui nous fait entrer en contact avec la matérialité du monde dans une relation dialectique par laquelle on construit quelque chose à l'extérieur de nous, tout en se construisant nous-mêmes. Donc oui, alors je vais employer un mot qui peut paraître très ringard, les travaux manuels s'imposent plus que jamais, à un moment où précisément on les écarte. Et je ne peux pas ne pas dire à quel point je regrette qu'on vient de supprimer l'heure de technologie en 6e. Il restait encore une discipline où on utilisait peut-être un tout petit peu les mains, pas beaucoup, mais un tout petit peu, et on vient de la supprimer en 6e. Quel dommage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Rebecca Shankland et Philippe Mérieux. Si j'ai tout bien compris en synthèse, on vous retrouve dans 3-4 minutes comme influenceuse et influenceur sur Instagram et TikTok, l'un et l'autre. Hein. J'ai tout compris. C'est-à-dire l'apologie du savoir idiot, non raisonné, non intelligent, non social, en substitution du désir d'apprendre. C'est un... Alors, justement, le numérique, Monsieur Millet, délégué académique au numérique éducatif, en exemplarité, un des éléments justement que tu peux développer pour nous. Merci Didier. Est-ce qu'il fonctionne ce micro? Vous m'entendez? Oui. D'accord, super. Merci, oui. On parlait numérique. Donc effectivement, alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais plutôt montrer comment on met en place une alliance éducative, alors effectivement utilisant le numérique sur le territoire. Merci pour cette prise de hauteur, en tout cas scientifique, hein, elle est remarquable. Et donc je vais faire avec humilité mais rapidité. Donc vous emmener par l'exemple, on va dire, dans ce qu'on peut appeler effectivement une alliance éducative. Comment faire sur un territoire donné, même si ça part du national, emmener dans un projet, on va dire, l'ensemble des partenaires et de l'écosystème qui s'y rapporte. Alors, l'exemple que je vais prendre se base sur une politique publique portée par l'État, donc qui s'appelait le Plan d'investissement d'avenir, le PIA, le 4 pour bien le nommer, qui s'appelle France 2030 maintenant, où, dans ce cadre-là, avait été proposé un appel à manifestation d'intérêt, innovation sur la forme scolaire. Donc, un consortium s'est monté au niveau national, mobilisant des solutions numériques avec un enjeu, c'était agir sur les facteurs du décrochage scolaire. Je dis bien agir, pas le résoudre, hein, agir. En tout cas, en complément de plein d'autres choses. Ce consortium, il est composé de la manière suivante. Il y a 8 académies, ce qui est énorme. Il y a 3 laboratoires de recherche sur différentes thématiques. Il y a 14 entreprises, naturellement, pour produire les ressources numériques. Et il y a des associations. Ça, c'est le niveau national. Je vais aller jusqu'au niveau local. Vous verrez que de quelque chose de, on va dire de très centralisé, on peut arriver à un ancrage et en emmenant tout le monde. Donc, je vais rester sur le processus. Donc voilà, ce consortium existe, hein, il a été validé, le projet a été validé, et là, maintenant, nous en sommes à sa mise en œuvre. Sur l'académie. Alors c'est là où je vais intervenir de manière un petit peu plus précise. Donc un ancrage territorial au niveau académique, mais quand même avec une visée pour que ça serve le plus grand nombre, une mise à l'échelle quand même dans 5 ans, puisque ce projet est sur 5 ans. C'est quand même assez rare pour le signaler, même si ça a que peut-être peu d'importance, mais quand même c'est 22 millions d'euros. Donc voilà, c'est un investissement fort de l'État sur ce sujet-là. L'objet, c'est pas de mettre au sein des écoles des solutions qui sont déjà toutes faites. Ça, on sait faire. M. Mérieux en a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a des gens qui vendent des solutions sur Internet. Il n'y a pas de problème. Voilà, sur étagère, il n'y a aucun souci. Là, c'est non pas de proposer des choses faites, c'est de proposer des solutions, de les adapter, de les évaluer par la recherche et de voir leur pertinence pour que dans 5 ans, on puisse proposer à l'échelle nationale des solutions qui seront testées, validées par le terrain, par la recherche, pédagogiquement. Voilà, ça c'est l'objet. Alors, je vais descendre maintenant au niveau local, parce qu'on parlait d'alliance tout à l'heure, et c'est le thème hein, du festival. Alors, comment on a fait cette alliance? Il faut emmener vraiment tout le monde. Monsieur le recteur a choisi déjà un périmètre, un territoire. Il a choisi les
les cités éducatives, les 11 cités éducatives de l'Académie. Voilà pourquoi la métropole sera importante sur le sujet. Elle en comporte 7. Les autres sont sur le département du Rhône, la Loire et l'Ain. Le choix a été fait de s'axer sur le cycle 3 et avec une forte implication des collectivités. Je vous le disais tout à l'heure, la métropole, par son président, nous a signé une lettre d'engagement pour nous soutenir dans ce projet sur son territoire. Nous avons des mairies, naturellement, aussi, qui ont, puisqu'on parle de cycle 3, donc c'est mairie et métropole, hein, puisque les collèges et les écoles sont aussi partenaires avec nous. Je décline cette alliance, je vais aller jusqu'au bout. Donc les collectivités, je vous ai dit, il y a naturellement les partenaires recherche, on a les partenaires des entreprises, on a effectivement après les communes, mais on a aussi les associations. Elles seront impliquées à un moment donné lorsqu'on arrivera au choix qui sera effectué dans les écoles. Voilà, donc ça c'est le gros cursus de départ. Maintenant, si je descends au niveau des écoles ou des collèges, pour aller jusqu'au bout de l'alliance. Effectivement, les enseignants seront sollicités les personnes non enseignantes au sein des différentes structures pour faire des choix. Je viendrai tout à l'heure à la manière dont on veut opérer. Les familles seront aussi sollicitées et les associations qui travaillent avec ces établissements. Ce qu'on souhaite, c'est, pendant un temps de 6 mois, faire un diagnostic sur chaque entité avec toute l'alliance éducative que je viens de vous nommer pour faire des choix sur les solutions proposées qui seront déployées dans le cadre soit du projet d'école ou du projet d'établissement et ancrées dans le projet pédagogique. Ce n'est pas quelque chose qui sera imposé, mais c'est quelque chose qui sera proposé. Et là, on a un vrai travail, on a du temps et c'est vraiment la manière dont on avait construit ce projet, de donner du temps pour que des choix soient possibles et que ça ne soit pas quelque chose qui vienne d'en haut pour le bas, mais vraiment le bas qui fasse des choix. Et naturellement l'accompagnement en recherche. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec... on en est au démarrage, ça a été signé, je crois que c'est le 16 décembre, quelque chose comme ça. On a donc 5 ans devant nous, donc ça fait 2027, quelque chose comme ça, oui, ouais, pour mettre en place ce projet et donc le déployer, mais avec cette alliance éducative forte, même si on part d'une politique publique nationale, d'arriver sur le territoire avec l'ensemble des partenaires et donc construire ensemble pour que, in fine, on ait une mise à l'échelle, et c'est très important, qui soit ancrée sur les retours terrain, la recherche et des développements qui soient les plus pertinents possibles. Voilà, je suis resté sur le processus, je ne suis pas rentré, c'est des solutions immersives, c'est des solutions collectives, c'est des solutions analytiques qui sont proposées. Je vous passe ce détail-là, ce n'était pas l'objet, c'était plutôt de montrer le processus pour arriver à cette alliance éducative. Voilà, merci. Je pense que j'ai tenu la... Merci beaucoup, Denis. En temps record, oui. Pas simple d'exposer un projet d'innovation qui passe par le numérique, pour le numérique et à la place de l'élève, et en quoi ça participe de son bien-être et de son bien-apprendre aussi. Alors avant que Madame la vice-présidente ne puisse conclure, peut-être Philippe Mérieux et Rebecca Chanclante, 2-3 mots de, non pas conclusion, c'est un sujet impossible à clore, hein, la question du bien-être de l'élève à l'école. 2-3 choses de plus pour notre bien-être à nous. Peut-être pour conclure, on pourrait redire à quel point l'école n'a pas simplement un rôle scolaire. L'école a cette fonction essentielle, fondatrice, d'agrandir le cercle. L'enfant naît dans sa famille nucléaire, il rencontre des amis, il rencontre progressivement les enfants des amis de ses parents, il rencontre ses voisins. Il faut qu'il aille à l'école. Et je dis souvent, de manière un peu rigolote, parce qu'il faut qu'il aille voir ailleurs. Aller voir ailleurs comment ça se passe. Aller rencontrer d'autres gens. Et peut-être, on pourrait dire que l'enjeu aujourd'hui, en lien avec ce qu'a dit Véronique Moreira, c'est que cet ailleurs, il s'étende jusqu'à la planète quand même. C'est-à-dire que l'ailleurs, il est grand, il est vaste. Et un des enjeux serait qu'il se découvre solidaire. On a parlé de solidarité. Pas simplement de ses voisins, mais de l'avenir du monde tout entier. Et qu'il y a là quelque chose de fort. Nous n'avons pas fini d'agrandir le cercle, découvrir d'autres personnes, bien sûr, d'autres manières de se comporter, d'autres cultures, d'autres langues, et découvrir que nous sommes au sein de cette planète fondamentalement solidaires
et que notre avenir est lié à cela, et qu'il n'y aura pas de bien-être ni individuel ni collectif en dehors de cette préoccupation globale de notre rapport avec cette planète. C'était une très belle conclusion. Peut-être juste pour rajouter un mot, un des freins actuellement au développement de cette question de la solidarité, c'est les représentations qu'on a, qui sont encore très présentes en France, qui valorisent fortement la compétition par rapport à la coopération, et notamment parce qu'on pense qu'on doit préparer nos jeunes à la société qu'ils vont rencontrer quand ils sortent de l'école, et qui est une société de la compétition. Et donc, dans une enquête qui a été menée il y a quelques années auprès d'enseignants, il a été mis en évidence que la majorité des enseignants, lorsqu'on leur propose on leur présente différents profils d'élèves, dont des élèves coopératifs ou des élèves compétitifs, ils vont considérer que les élèves coopératifs vont moins bien s'en sortir sur le plan de la réussite scolaire et moins bien s'en sortir ensuite dans la société. Donc, on comprend pourquoi il y a peu de place aujourd'hui accordée, alors qu'on dit qu'il faudrait un tiers de chaque heure consacrée à cette coopération. Aujourd'hui, on n'ose pas aller dans cette direction parce qu'on a l'impression que ce ne serait pas le plus utile pour nos jeunes. Donc, un premier pas, ce serait peut-être déjà d'oser aller dans cette direction. Notamment, on a fait l'expérimentation avec certains enseignants où on leur a proposé de les accompagner sur 3 séquences de 50 minutes pour développer des séquences pédagogiques basées sur la coopération. Et ils ont vu que non seulement c'était plus efficace en termes d'apprentissage comparativement à l'année précédente, donc c'est les meilleurs résultats sur cette séquence pédagogique, mais c'était aussi beaucoup plus bénéfique pour le climat de classe, bien sûr, la motivation des élèves, mais aussi pour leur possibilité de venir en aide aux élèves plus en difficulté, parce qu'ils avaient leur temps entier à consacrer à ces élèves, alors que les autres travaillaient en autonomie et s'entraidaient. Donc, ça peut être une piste d'oser, mais aussi de proposer au niveau des académies un accompagnement dans les classes pour aller dans cette direction. Je crois que ce que tu dis est fondamental du côté du terme « oser ». Alors, les enseignants sont des gens bien, hein, et je ne dis pas ça par flagornerie, à 99,99999%. Peut-être que la coopération est plus rencontrée dans le premier degré, issue de l'école Fresnel, Montessori, de tas de mouvements de recherche terrain transformationnel depuis des années, que dans le second degré, où là, on est plus dans l'imaginaire de la discipline en tant que telle. En même temps, les choses évoluent beaucoup, les collègues se battent pour résoudre cette complexité d'une distance énorme entre une société de l'individuation et la nécessité qu'on ne quitte pas la citoyenneté, voire qu'on crée du bonheur à vivre ensemble dans l'avenir qui soit assuré par nos jeunes. Alors tout ça, c'est aussi de la philo. Merci beaucoup à vous deux de ces approches. Je crois qu'on peut vraiment se féliciter de vous avoir eu avec nous. Et de vous avoir encore, parce qu'on peut vous lire, on peut vous suivre. Voilà, vous êtes des enseignants-chercheurs très communicants. Un infini remerciement à vous. Et Madame Morera, je vous repasse la parole, Madame la vice-présidente, pour votre conclusion, je crois. Et ensuite, on vous donnera avec l'association la suite du programme. Merci beaucoup. Écoutez, j'en profite. Je suis censée présenter le budget participatif, mais j'en profite pour me féliciter aussi de ce moment qu'on vient de vivre, qui était extrêmement riche et nourrissant. Et moi, j'ai bu du petit lait. Vraiment, c'était précieux. Et je suis absolument ravie parce qu'on se faisait des clins d'œil avec Marie qui est là-haut, qui est en train de préparer le séminaire du mois de mars, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les enseignants et les associations qui accompagnent les projets. Parce qu'en fait, on veut partir de cette idée, enfin démonter cette idée de la jungle et de la concurrence dans la nature et parler de l'écomimétisme pour arriver à réfléchir sur la question de la coopération et des solidarités et de l'entraide. Donc voilà, je me réjouis de cet éclairage que vous avez mis sur ces sujets très essentiels pour la qualité du vivre ensemble. Et je passe au budget participatif, puisque je voulais présenter ce projet. Donc, le budget participatif, c'est un projet qui a été mis en place par la métropole cette année en direction des jeunes.
Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une plateforme avec des actions éducatives, mais elles sont plutôt centrées équipe enseignante, avec le critère de travailler avec des acteurs de l'éducation populaire. Là, le budget participatif s'est adressé aux jeunes des collèges avec le critère de construire, de participer de construire des projets qui permettent d'améliorer la qualité des espaces de vie, soit à l'intérieur des bâtiments du collège, soit à l'extérieur des bâtiments du collège, mais toujours dans la propriété du collège. Et donc, vous voyez, c'est un véritable projet éducatif à focaliser sur les jeunes, qui leur permet donc de réfléchir à leurs besoins, de les analyser et d'essayer de mettre en œuvre des solutions avec la capacité d'avancer un projet, de revenir en arrière pour travailler sur la faisabilité et puis d'aller jusqu'à l'aboutissement, à la construction du budget et le suivi des travaux. Voilà, qui seront faits évidemment par des services techniques et pas par les jeunes eux-mêmes. Donc nous avons réservé un budget de 1 million d'euros pour ces projets, avec une enveloppe de 40 000 euros par collège. Et dès cette année, nous avons lancé une préfiguration du projet avec 5 collèges qui étaient concernés. Un jury s'est réuni, nous avons retenu 3 projets. Et donc les 3 projets, mais vous allez voir tout à l'heure, l'un des projets c'est à Givors au collège Lucie-Aubrac, l'autre c'est à Longchambon dans le 8e arrondissement et le 3e à Pierre-Valdo à Vaux-en-Velin. Et donc ces 3 projets sont très différents, mais ils ont pour objectif soit d'aménager l'intérieur du hall. Dans Longchambon et Lucie-Aubrac, on a des grands halls où les jeunes courent, traversent, se bousculent. Et donc l'idée, c'est à la demande des jeunes d'avoir des espaces un peu plus pacifiés. Et donc ils montrent que l'architecture et la façon de concevoir les espaces, ça a conduit aussi des modes des attitudes complètement différentes dans ces espaces. Et puis au collège Valdo, c'est la construction, la mise en place d'un foyer pour se reposer, parce que les collégiens me diront tout à l'heure, et les collégiennes, c'est extrêmement important de se reposer aussi. On ne peut pas apprendre tout le temps et travailler tout le temps, il faut aussi se reposer. Dernière chose à vous dire, c'est que ces projets appuyés sur le budget participatif, c'est des choses qui ont conduit les élèves à faire des partenariats avec, pour les uns, une école d'architecture, des étudiants en architecture, pour les autres, une école professionnelle, l'école professionnelle de la Mâche, qui est pas très loin du collège Longchambon, pour les 3e à Lucie-Aubrac, un lycée professionnel de Givors. Et donc il y a eu des partenariats, des échanges avec des institutions qui sont tout proches des collèges et qui ont permis d'avancer le projet et qui ont permis aux jeunes de prendre conscience de ce qui était faisable et pas faisable. Et voilà, pour vous donner une idée un peu plus concrète des projets, quoi de mieux que d'entendre les jeunes. Il y a un petit film qui a été réalisé à l'issue du jury. Action! 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 Et action! Notre projet, c'est d'aménager des lieux dans la cour de récréation pour qu'on se sente mieux, des plantes avec des affiches à côté pour qu'on aille lire, s'intéresser quel type de plante c'est. Notre projet, il s'appelle Conseil à but et c'est de réaménager le hall de notre collège. Dans le hall de notre collège, on a des poteaux, c'est des poteaux qu'on ne peut pas enlever et que du coup, on a cherché comment les réaménager. On voulait rénover une pièce pour la transformer en un espace ludique pour les élèves, un espace où ils pourraient travailler, se reposer, lire et plein d'autres choses qui feraient plaisir aux élèves. Et retravailler la permanence aussi pour que ce soit un espace plus convivial. Dans ce projet-là, il y a du mobilier pour travailler et pour gérer notre émotion. C'est la cabane d'isolation. Ça sert à crier et autour de nous, il n'y a personne qui nous entend puisqu'on a une sorte de vitre qui nous isole pour gérer notre émotion et pour nous calmer et pour écouter de la musique si on veut. Ce qu'il nous faudrait le plus dans notre collège, c'est une envie quand même pour se reposer, qui peut être pour se reposer, pour lire, des poufs qui seraient très utiles pour le bien des élèves parce qu'on est beaucoup à vouloir ça. C'est confortable, on peut se mettre dessus pour discuter, lire, se reposer. C'est vraiment une chose indispensable quand même dans un foyer. Le plus du projet, c'est
Par exemple, il y a un robot, c'est un farmbot qui, déjà pendant la cour de récréation, des élèves pourraient aller apprendre des choses dessus, s'intéresser. Et nous, on aimerait bien, je pense, avoir ça dans notre cours de récréation. Pour moi, le truc en plus, c'est l'effet convivial qu'on retrouve avec un module en amphithéâtre. C'était un peu stressant, mais ça va. On a préparé des textes. Dans le jury, au début, on était stressés. Et puis ensuite, on s'est vu que le jury, ils étaient gentils. Et du coup, on s'est laissé faire et on a fait comme C'est ça, la on a coopération. fait au collège. On a eu plusieurs réunions avec nos CPE et puis on s'est présenté à nos délégués, donc des délégués de 6e jusqu'à la 3e. On a présenté notre projet comme si on le présentait au jury et on s'est entraîné vraiment facilement et on n'a pas eu grand chose à noter vraiment, on a juste voulu montrer ce besoin de réaménager notre hall. Alors c'était un peu stressant, mais ça s'est quand même assez bien passé parce qu'on avait bien répété. On travaille ça depuis un petit moment. On a eu beaucoup de présentations devant d'autres personnes, mais là c'était un peu la représentation qu'on attendait. Mais maintenant qu'on en est ressorti, moi j'en ai que des bons souvenirs, je pense que comme tout le monde ici. Eh bien, merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, pour ce petit film, parce que finalement, il y a un acteur qu'on a peu entendu dans cet après-midi, même s'il n'a été question que de lui, c'est l'enfant, l'élève, l'ado en tant que tel. On leur laisse une grande place aujourd'hui à l'Éducation nationale pour prendre parole et prendre acte collectif et individuel. Tout cela est parfait. Je vais donc conclure ce premier temps de conférence en remerciant encore infiniment Rebecca Shankland, Philippe Mérieux et Denis Millet de leurs interventions et en redonnant la parole à l'association à la Maison de l'Apprendre pour la suite des travaux. Nous vous retrouverons, École académique de formation continue, parmi les stands si cela vous intéresse pour nous rencontrer, que vous puissiez d'abord constater que les choses ont énormément évolué dans l'éducation nationale en termes d'ouverture, de partenariat, de construction de parcours, mais aussi pour qu'on puisse voir la manière dont on peut éventuellement collaborer avec les associations, les mouvements périphériques de l'école et tous nos partenaires. Vous avez la parole. Merci beaucoup à vous tous. Merci Didier, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir accepté cette invitation à ouvrir cette journée dédiée aux professionnels de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle sur notre territoire. Le Festival de l'Apprendre, c'est 135 événements pendant 6 jours sur la métropole de Lyon, même un petit peu plus loin parce que ça a donné des envies et des idées du côté de Saint-Étienne, du côté aussi de Grenoble et dans le Beaujolais. C'est aussi la résultante d'un partenariat dont on est très heureux avec l'Académie de Lyon et qui nous permet comme ça aussi de faire grandir ce territoire, le rayonnement. L'ambition du festival, c'est de permettre à chacun d'apprendre à prendre soin de soi et des autres et de la planète. Et je crois que tout réside dans cette articulation et cette complémentarité. J'ai vraiment envie, au nom de toute l'équipe du conseil d'administration, de vous remercier également, vous, structures qui participaient, qui intervenaient sur cette programmation. On a 250 structures cette année qui bénévolement participent, transmettent leurs apprentissages, leurs outils, leurs expériences pour qu'à l'échelle de notre territoire, nos liens se renforcent aussi de ce qu'on est capable de réfléchir, penser, imaginer et construire en commun. Je crois que la coopération est vraiment une des clés de voûte. Le festival, pour sa 4e édition, grandit d'année en année et on ne désespère pas qu'il soit de plus en plus à l'image de la diversité et de l'exhaustivité des acteurs qui agissent sur ces questions. Cette journée du mercredi, on l'a pensée d'abord un mercredi après-midi pour permettre aussi à ceux qui sont en situation d'accompagner, d'éduquer des enfants, d'être un petit peu plus disponibles. On a construit le programme avec l'Académie de Lyon, tout particulièrement l'École académique de la formation continue et la métropole de Lyon. Merci de nous accueillir. On a un tout petit peu de retard, mais en fait, on aurait pu passer l'après-midi avec vous. D'ailleurs, on va pouvoir vous retrouver dans les espaces de circulation. Comme le disait Monsieur Keff, vous retrouverez des stands avec des structures qui vont vous raconter ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent proposer
aux bénéficiaires directs que sont les enfants ou les adultes en formation, mais aussi à vous, acteurs de la communauté éducative. Il y a des ateliers qui sont animés, on a un programme assez chargé. Il était prévu qu'on termine cette journée par une table ronde de clôture. On a eu un impondérable sur 135 événements. Voilà, c'en est un qui a fait qu'on n'a pas pu tenir ce rendez-vous aujourd'hui. Il sera reporté. Néanmoins, on avait envie de terminer de manière collective et conviviale autour d'un verre de l'amitié. Donc rendez-vous est donné à 18h pour ceux qui peuvent encore rester pour partager ce moment-là ensemble. Évidemment, la table ronde sur les alliances territoriales au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie est reportée avant la fin de l'hiver. Donc on vous tiendra informé de la prochaine date. Merci à toutes et à tous.